hôte a proposé pour notre sommet. Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Nous souhaitons par ce thème donner à notre communauté l'occasion d'un échange orienté sur l'action en faveur de deux composantes majeures de nos sociétés. Que serait en effet le monde sans la force vitale des femmes, son autre moitié? Et sans l'enthousiasme et le dynamique de sa jeunesse, son avenir. Et pourtant, les femmes et les jeunes sont encore les plus exposés en temps de conflit et les plus vulnérables en temps de paix. Pour beaucoup, les droits et libertés, le progrès économique et social, loin d'être une jouissance ou l'espoir d'un lendemain meilleur, relèvent plutôt d'un combat incertain pour la vie. Je pense aux violences spécifiques sur les jeunes et les femmes. Je pense aux discriminations de toutes sortes dont ils sont victimes. Je pense aux inégalités qui limitent leur accès aux soins de santé, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, aux sources de revenus, à la propriété et au pouvoir décisionnel. Oui, la francophonie des peuples commande que les jeunes et les femmes restent au cœur de nos politiques et de nos efforts conjugués. Car les jeunes et les femmes sont le cœur de nos sociétés. Ils sont le cœur de nos projets. Ils sont le cœur de nos ambitions et le cœur des défis que nous devons relever ensemble. Contre la guerre et la violence, agissons pour la paix, la sécurité et la stabilité. Contre l'ignorance et les dérives extrémistes, édifions des systèmes d'éducation et de formation aptes à résoudre les problèmes du chômage et de la marginalisation sociale. Contre la dégradation de notre environnement, prenons la pleine mesure de nos responsabilités pour un développement solidaire et durable. J'engage à cet égard la communauté francophone à rester mobilisée pour le succès de la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique prévue en 2015 à Paris. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, l'avenir de la francophonie des peuples se trouve dans son riche potentiel. 14% de la population mondiale, 20% des échanges internationaux de marchandises, une population jeune, notamment en Afrique, et des ressources naturelles considérables. Mais seule notre volonté commune de coopérer dans un esprit de partenariat solidaire et complémentaire transformera ce potentiel en opportunité. La francophonie des peuples, c'est certes la langue et la culture, la paix et la sécurité, la démocratie et les droits de l'homme. Mais la francophonie des peuples, c'est aussi les échanges économiques et commerciaux. C'est la mobilité dans l'éducation, la formation et l'enseignement supérieur. C'est la technologie au service du plus grand nombre. Voilà ce qui constituera le ciment de notre édifice pour l'avenir. Voilà ce qui rendra l'espace francophone plus fort,
plus attractif et plus influent. Voilà ce qui fera que les générations actuelles et futures nourrissent pour la francophonie la même passion et le même attachement que les pères fondateurs. C'est surtout cela, l'esprit de la francophonie des peuples. Enfin, m'adressant à vous, Président Abdou Diouf, je voudrais vous rendre un hommage vibrant pour votre contribution inestimable à l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur le Président Abdou Diouf, l'assise institutionnelle de l'OIF, le cadre stratégique décennal de Ouagadougou, les déclarations de Bamako et de Saint-Boniface, textes normatifs de notre vision pour la paix, la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, portent tous votre marque indélébile. Devant la communauté francophone et le peuple sénégalais que vous avez tant servi, en reconnaissance de votre œuvre, je donne votre nom à ce magnifique centre international de conférences le miroir des baobabs qui s'appellera Merci beaucoup. Je termine ce centre magnifique, édifié sur 58 hectares, miroir de Baobab qui s'appellera désormais Centre international de conférences Abdou Diouf, qu'on prononcera CICAD, s'il vous plaît. Une façon, Monsieur le Président, de vous dire Djeredjeuf, merci en langue nationale Wolof. Je souhaite plein succès à nos délibérations. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Quel merveilleux hommage, quel merveilleux spectacle, cher Président, cher Macky Sall, vous nous avez offert ce matin. Tout cela avec la grande complicité de notre ami Richard Attias. Encore bravo. Jamais, il y a 5 mois, on n'aurait pensé que ce centre international de conférences, désormais Centre Abdou Diouf, aurait pu accueillir ce sommet. Encore bravo pour votre détermination. Ce 15e sommet est placé sous le thème « Femmes et jeunes en francophonie, acteurs de paix, vecteurs de développement ». Et Monsieur le Président, cher Macky Sall, et ce ne sont pas les premières dames qui vont me contredire, au nom de toutes les femmes, merci de nous avoir mis en valeur. Pour m'accompagner ce matin, je vous propose d'accueillir
Docteur Massamba Gueye, qu'on connaît très bien ici au Sénégal, professeur de lettres à Dakar, ancien directeur général du Théâtre National, Théâtre Sorano, et conseiller du président Macky Sall. Excellences, Mesdames et Messieurs, on ne peut pas écrire du noir sur du noir. On ne peut pas écrire du blanc sur du blanc. C'est pourquoi il faut que le blanc mette en valeur le noir et que le noir mette en valeur le blanc. Merci. Ma sœur Kelly Christine, Dalal Jam, bienvenue au Sénégal, bienvenue vous, membres du Conseil français de l'audiovisuel. Bienvenue, vous, femmes, qui avez créé la fondation qui vient en aide aux femmes en détresse. Mesdames et messieurs, Kelly Christine Nagadef. Magnifique. Mon frère. Alors, elle va être la parole première, et moi, homme, je serai la parole seconde, car derrière chaque femme qui se bat, un homme aussi se débat. Cher docteur, il faut rappeler qu'ici nous sommes 1500, mais ce sont 257 millions de foyers dans le monde qui voient cette cérémonie en direct grâce à TV5 Monde notamment, à RFI et bien sûr à d'autres chaînes télé. Grâce à la chaîne haute, la RTS évidemment du Sénégal. Alors après le discours de son Excellence le président Macky Sall, on va se diriger vers le pays francophone le plus peuplé, pays qui accueillait à Kinshasa le précédent sommet de la francophonie et qui a donc présidé la francophonie pendant ces 2 dernières années. Je vous invite à prêter une oreille attentive à l'allocution de son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le secrétaire général de la francophonie, distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs, 2 ans après le sommet de Kinshasa, qui s'était inscrit dans le prolongement de celui de Montreux, et ce après que nous ayons été successivement à Bucarest et à Québec, nous voici à Dakar. Tous mes pairs, chefs d'État et de gouvernement venus de 4 coins du monde et moi-même en sommes heureux. Nous le sommes d'autant plus que Dakar est la capitale du Sénégal, pays cher à Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de la francophonie, et que donc, pour nous francophones, ce voyage est une sorte de pèlerinage. Nous le sommes aussi à cause de l'accueil qui nous a été réservé. Un accueil dont la chaleur démontre que la francophonie est véritablement une famille et qui fait sentir à chacun et à tous, non seulement que nous sommes les bienvenus au Sénégal, mais aussi que nous y sommes chez nous. Aussi voudrais-je, avant toute autre chose, en mon nom, comme en celui de tous mes pairs, dont je salue la nombreuse présence, ainsi que la décision de tenir successivement 2 sommets de la francophonie en Afrique. Remercier chaleureusement le président Macky Sall
le gouvernement et le peuple sénégalais pour cet accueil mémorable et pour toutes les dispositions prises pour rendre notre séjour agréable. J'associe à ce remerciement les experts de tous les États et gouvernements membres, le secrétariat de notre organisation, les opérateurs directs de la francophonie et tous ceux qui, 2 années durant, ont œuvré à l'organisation de présentes assises. Sans leur précieux concours, la fête n'aurait pas été parfaite. Mention spéciale aux plus éminents d'entre eux, notre secrétaire général, le président Abdou Diouf, à qui je rends un hommage appuyé pour l'élan sans précédent qu'il a imprimé à la francophonie durant son mandat et pour sa contribution insigne au rayonnement de plus en plus fort de notre organisation. Nous sommes nombreux francophones de tous horizons qui, si nous pouvions arrêter le temps, aurions souhaité retarder son départ. Faire à cet égard le constat de notre impuissance, c'est aussi prendre conscience du défi immédiat qui nous interpelle, celui de lui trouver non un remplaçant, car on ne remplace pas Abdou Diouf, mais un successeur à même d'incarner les valeurs de la francophonie et l'espérance qu'elle porte. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, forte de sa spécificité, à savoir la langue française et les valeurs qu'elle véhicule, et après les avancées remarquables qu'ont représenté les conclusions de précédentes conférences de chefs d'État et de gouvernement, singulièrement les déclarations de Saint-Boniface, de Bamako et de Hanoï, socle de sa philosophie politique. Notre organisation a poursuivi sa mue en ouvrant à Kinshasa l'ambitieux chantier d'une francophonie économique en phase avec les exigences du développement durable. Nous sommes heureux d'annoncer qu'au terme de 2 longues années de maturation, à la faveur tant de réunions statutaires de ces organes que de concertations ministérielles ad hoc consacrées à des thématiques spécifiques, dont le changement climatique, la francophonie dispose aujourd'hui d'une stratégie économique qui fait la part qu'elle mérite à l'économie verte et dont le projet va être soumis à la sanction des chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de ce sommet. Les efforts déployés à cet effet ne l'ont pas été au détriment de ceux normalement requis pour la défense de la langue française et la diversité culturelle, la promotion de l'état de droit et des droits humains, la prévention des conflits et la gestion des crises dans les États membres de notre espace. Ainsi, au chapitre des questions relatives à la paix, à la démocratie et aux droits de l'homme, mérite d'être noté, au cours de ces 2 dernières années, les multiples efforts d'accompagnement déployés par notre organisation en signe de solidarité au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en République centrafricaine, au Madagascar
en Égypte, en République démocratique du Congo et tout récemment au Burkina Faso. Dans un monde en perpétuelle mutation, la paix, le bien-être et le développement sont de quête permanente. Quelque positif qu'il soit, un bilan ne devrait donc pas être vécu comme une fin dont on est satisfait, mais plutôt comme un tremplin pour de nouvelles conquêtes. C'est le sens du vœu exprimé à Kinshasa par les chefs d'État et de gouvernement de voir, à l'occasion de leur conférence biannuelle, s'instaurer entre eux des débats sur les questions internationales d'actualité et sur celles qui engagent l'avenir de l'humanité. Ce 15e sommet s'inscrit précisément dans cette optique. D'abord en vous invitant à focaliser nos réflexions sur un thème à la fois pertinent et interpellateur, femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Ensuite, en nous proposant une résolution sur la lutte contre la maladie à virus Ebola qui a endeuillé certains de nos États membres et qui représente une menace pour l'espèce humaine partout à travers le monde. Mais aussi en soumettant à notre examen et sanction le cadre stratégique de notre action commune pour la période 2015-2022, ainsi qu'une programmation de projets concrets à mettre en œuvre au cours des 4 prochaines années. Je voudrais espérer que nous sortions de ce sommet mieux outillés pour garantir, dans le domaine de la préservation de la paix, de la bonne gouvernance, de la sécurité alimentaire, de la protection de l'environnement et de la biodiversité, de la valorisation de femmes et de jeunes, de l'éducation et de l'innovation, ainsi que du développement local, une ère de solidarité francophone plus renforcée et plus efficace. Plein succès à nos travaux. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci de l'applaudir encore plus fort. On connaît la légendaire Teranga sénégalaise, comme tu le disais tout à l'heure, cher Dr Massamba. On connaît aussi un autre pays d'accueil, le Mali, pays du Diatiguia. Alors je vous propose d'accueillir celui qu'on appelle affectueusement le président Ibeka, artisan de la réconciliation nationale au Mali. Je vous invite donc à suivre le discours de son Excellence, M. Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Merci de l'accueillir. Merci, docteur. Chers collègues, merci pour cet hommage-là. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pays de la Teranga, Macky, tu l'as dit en des mots superbes, nous l'avons vécu encore une fois, car telle est la coutume dans ce beau pays, si merveilleusement chanté par le chanteur de Joal, Toko Wali a bercé nos enfances. La fameuse phrase « Je dis ton nom
Diallo étudie mon nom Senghor dans les rues de Marseille, tel nous rappelait notre Afrique dans le frimas de l'Europe. Nul n'a su dire dans cette belle langue de Molière ces choses simples, ces choses vivantes, ces belles choses qui nous ont fait tant aimer le président Senghor. Et à travers lui, avons appris à aimer son beau pays, le Sénégal, Joal. C'est pour moi un réel plaisir de fouler le sol de cette terre d'hospitalité, pays frère et voisin du Mali, dont la riche tradition d'humanisme, de tolérance et de solidarité constitue une source d'inspiration. En cette heureuse occasion, permettez-moi tout d'abord d'exprimer au nom de ma délégation et à mon nom propre ma profonde gratitude au peuple frère du Sénégal, à son gouvernement et à son Excellence, mon frère le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, qui nous est réservé depuis notre arrivée sur ce sol béni. Je voudrais également féliciter le Sénégal pour l'organisation parfaite de cette importante rencontre qui augure du succès de nos travaux. Nul doute que la présente conférence s'inscrira en lettres d'or dans les annales de la francophonie. Merci également à notre ami Richard. Votre brillante élection à la présidence de notre conférence, mon cher Macky, m'offre l'opportunité de vous adresser mes très vives félicitations tout en vous assurant de notre soutien total dans l'accomplissement et la réussite de la haute mission qui vous a été confiée. Je voudrais aussi profiter de cette tribune pour rendre un hommage appuyé à mon excellent, estimé aîné, le président Abdou Diouf, que je vois toujours avec émotion, tant l'homme est de convivialité avérée, de modestie, de pudeur qui vous embrasse, tant l'homme vous éblouit par la finesse et la profondeur humble de sa grande culture. Grand frère, c'est le cœur qui parle, un cœur qui vous admire, qui vous considère et qui vous dit, grand frère Abdou, vous êtes notre fierté à tous. Je voudrais également profiter de cette tribune pour encore une fois dire tout le dévouement et l'engagement indéfectible que vous avez mis au service de nos idéaux communs et des valeurs universelles que nous partageons. Durant son mandat à la tête de notre organisation, le grand frère Abdou Diouf, notre grand frère, père pour certains, frère en tout cas de tous, n'a ménagé ni son temps, ni son énergie pour promouvoir la paix, les droits de l'homme, la démocratie et le développement dans l'espace francophone. Nous en témoignons qui fûmes parmi ceux qu'il envoya en mission pour la francophonie, pour la promotion de la paix. Et également, en tant que chef d'État du Mali, nous avons eu à bénéficier, ô combien, de sa grande sollicitude dans l'épreuve dont nous sortons à peine. Qu'il reçoit ici l'expression de notre sincère reconnaissance et de notre déférence considération. Monsieur le Président, l'événement qui nous rassemble aujourd'hui constitue un moment historique de rencontre, de dialogue constructif et d'échanges féconds sur les problèmes brûlants qui assaillent le monde et notamment l'espace francophone. Faire de la francophonie un véritable instrument au service de la promotion de la paix et de la stabilité, une voix respectée et écoutée et un acteur incontournable dans la gestion des affaires d'un monde en pleine mutation. Le sommet de Dakar se tient dans un contexte particulier, marqué par la recrudescence des foyers de tension et des menaces terroristes en Afrique et à travers le monde. Le thème principal de notre conférence, à savoir
femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement, revêt une importance toute particulière pour le Mali, car il s'inscrit à tous égards dans les actions entreprises par mon gouvernement. Au Mali, plusieurs initiatives ont été prises afin de redonner un nouveau souffle aux couches majoritaires que sont la jeunesse et les femmes, malgré la situation de crise que traverse le pays. Au niveau de la jeunesse, tout en accompagnant les organisations de jeunesse dans la réalisation de plusieurs de leurs activités, rentrant dans le cadre de la recherche et de la consolidation de la paix, le gouvernement a initié, entre autres, le programme Jeunesse et Résilience et le programme d'urgence dans la région du Nord. Les jeunes représentent généralement la majorité des acteurs dans les conflits. Donc, on doit leur inculquer les idées de paix et d'entente de leur tendre âge. Culture de la paix. La dynamisation du rôle des jeunes pour le développement global et durable et le renforcement des fondements du vivre ensemble entre toutes les composantes de la société exige la mise en place de politiques adéquates. La dédicace d'un ministère à la jeunesse et à la construction citoyenne participe de notre engagement à mettre en œuvre les orientations de la Déclaration du millénaire des Nations Unies, demandant d'ancrer les valeurs de paix, de respect mutuel et d'entente entre les peuples dans l'esprit et le comportement des jeunes. Les jeunes leaders démontrent par leurs différentes initiatives le rôle prépondérant de la jeunesse dans l'avènement de la culture de la paix et nous travaillons à mettre en œuvre à leur disposition des mécanismes et des mesures susceptibles de consolider cet engagement, d'assurer son suivi et son évaluation de manière à garantir et à pérenniser la large participation des jeunes dans la vie de la cité. Monsieur le Président, la gestion des conflits ne peut réussir aujourd'hui sans l'implication des jeunes qui sont toujours en première ligne dans les oppositions conflictuelles. Leurs initiatives de paix et leur nombre les placent au centre de toutes les stratégies de sortie de crise et de la stabilité à long terme, notamment dans mon pays. Ils sont membres de la commission Vérité, Justice et Réconciliation et participent, à l'instar de toutes les composantes de la société civile, au pourparlers de paix inclusif intermalien actuellement en cours en Alger. En ce qui concerne la femme, la protection de la femme malienne bénéficie d'une attention particulière de notre part à travers une politique volontariste d'accroissement de sa représentativité dans les postes électifs et nominatifs au niveau local et national. Dans le cadre de la résolution de la crise qui secoue notre pays, le gouvernement du Mali a œuvré au renforcement de la capacité des femmes par leur participation au processus de résolution des conflits, de médiation et de consolidation de la paix. À cet égard, des séminaires de sensibilisation ont été organisés à l'attention de 300 femmes et les représentants des associations et organisations féminines ont valablement participé au processus d'Alger. Elles en étaient, elles en sont. Un soutien durable à l'entrepreneuriat des femmes dans les zones rurales et urbaines a été apporté. 58 groupements de femmes de Douanza, Tombouctou, Gao et Kidal ont reçu des équipements dans le domaine du maraîchage, l'agriculture et de la transformation des produits. Monsieur le Président, l'occasion est bonne pour remercier la communauté internationale pour son appréhension de la complexité de la crise malienne et son engagement sans faille dans le processus de règlement en cours pour une paix durable et définitive. La crise politico-institutionnelle que nous traversons a éprouvé le fondement même de la société malienne et mis à mal le vivre ensemble séculaire des communautés nationales. Au défi de trouver remède aux effets de la faillite de l'État, née d'une malgouvernance avérée, il nous faut réconcilier les citoyens et l'État, réconcilier au sein des communautés et entre elles. Bref, réconcilier la nation malienne avec elle-même. Le dialogue inclusif intermalien, en cours en Alger, est le socle de notre engagement à gérer et réussir le processus de paix et de réconciliation au Mali. Il est l'expression de la volonté de toutes les communautés nationales exprimée à travers les assises nationales sur le Nord, les États généraux de la décentralisation et le symposium sur les leçons apprises des accords précédents organisés par le gouvernement. L'ensemble des composants de la société malienne
la société civile malienne et les représentants de toutes les communautés nationales ont appelé le gouvernement, à l'issue de ces différentes consultations, à privilégier la voie du dialogue et de la réconciliation nationale avec les mouvements armés dans la résolution de la crise, dans le strict respect de la souveraineté du pays, de son unité, de son intégrité territoriale et de la forme laïque et républicaine de l'État du Mali. Monsieur le Président, dans le sillon de l'accord préliminaire de Ouagadougou de juin 2013, des résolutions pertinentes des Nations Unies et de la feuille de route, les consultations d'Alger ont abouti à la proposition aux partis par l'équipe de médiation d'un document de synthèse qui dégage les contours d'un accord de paix global et définitif. Ce document, qui n'est ni un pré-accord ni un accord, porte essentiellement sur les engagements des partis dans les différents domaines de négociation: défense, sécurité, développement des régions du Nord, décentralisation, etc. Et la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation et de contrôle des engagements des partis. Mon gouvernement accueille favorablement ce document de synthèse qui constitue une base solide pour un futur accord de paix global et définitif. Nous déplorons et condamnons fermement la recrudescence des attaques terroristes au nord du Mali contre les forces internationales et les civils innocents, dont la concomitance avec la tenue des pourparlers à Alger n'a échappé à personne. Nous attirons donc l'attention de la communauté internationale sur ces tentatives de sabotage du processus de paix et la menace qu'elles font peser sur la paix au Mali et dans la sous-région. Et appelons par conséquent à adapter le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali, appelée MINUSMA, aux réalités du terrain. Monsieur le Président, je ne puis venir à cette tribune sans vous dire où nous en sommes aujourd'hui au Mali de la lutte contre ce fameux fléau, l'Ebola, la fièvre à virus Ebola. Monsieur le Président, au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons 0 cas d'infection. Je le dis avec un plaisir d'autant plus vif que c'est me trouvant ici à Dakar, ce qui veut dire que ce pays me porte bonheur, que j'ai reçu ce matin une communication du coordinateur national de la lutte anti-Ebola qui me rassurait quant au dernier cas qui avait été suspecté pour me dire que ce cas s'était avéré négatif. Et avant-hier, nous avons eu le bonheur de la première guérison de l'Ebola. Donc, je puis vous dire ce matin, 0 cas aujourd'hui au Mali. Pour autant, nous ne saurions baisser la garde et nous ne la baisserons pas. Vigilance extrême, rigueur absolue dans les contrôles, dans le maillage, pour que nul ne puisse échapper au contrôle qui puisse être suspect. Car la menace est réelle, elle est grave. L'Ebola tue. L'Ebola n'est pas un mythe, l'Ebola est une réalité. Et j'en profite pour remercier encore une fois nos amis de la communauté internationale, singulièrement, n'en rougis pas François, encore une fois la France à nos côtés, 4 experts, une équipe ad demum et avec une collaboration entre les 2 pays, la Guinée et le Mali. Bientôt, nous pourrons profiter également du centre que vous allez créer à Conakry et qui pourra aider à la formation de nos personnels de santé, lesquels sont les plus exposés. Donc, chers amis, merci pour la solidarité vive, chaleureuse dont nous avons bénéficié dès l'abord dans cette agression de l'Ebola. Vous me permettrez de saisir l'opportunité également pour exprimer ma profonde gratitude à l'OIF et à l'ensemble de la communauté internationale, aux pays frères, pour toute la solidarité et leur engagement à nos côtés qui ont été déterminants pour le recouvrement de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Mali, ainsi que pour les progrès réalisés dans son processus de stabilisation et de paix en cours, ce qui me vaut d'être parmi vous. Aussi voudrais-je réitérer ici mon engagement et celui de l'ensemble du peuple malien à privilégier le dialogue intermalien pour une solution politique définitive et durable à la crise qui a secoué
les fondements même de mon pays, dans le strict respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. C'est le lieu également de saluer les efforts déployés par les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, l'OCI, les médiateurs, avec à leur tête l'Algérie et tous les pays frères et amis engagés à nos côtés dans la recherche d'une solution pacifique et durable et en faveur de la réconciliation nationale. Qu'il me soit enfin permis de croire qu'à l'issue de la présente rencontre, un consensus sera dégagé autour des différentes questions et des décisions prises, et que les décisions seront prises, que les décisions prises serviront la cause de la grande famille de la francophonie. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Et nous sommes en Afrique. Mon cher aîné, Amat, je ne t'avais pas vu. Respect. Moustapha, mes respects. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali. Et maintenant, je vous propose de partir vers le pays le plus francophone des pays d'Asie, le Vietnam, et symbole qu'une femme en francophonie peut accéder au pouvoir. Évidemment que la francophonie, c'est aussi l'espace de progrès humain. La francophonie n'est pas le monde, mais la francophonie porte en elle les valeurs qui portent l'avenir du monde. C'est cela qu'il faut retenir et je vous invite à suivre l'allocution de Mme Nguyen Thi Dan, vice-présidente de la République socialiste de Vietnam. Mesdames et Messieurs le chef d'État, des gouvernements et de délégations, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous au Sénégal, un pays connu par sa beauté. Au nom de la délégation du Vietnam, je voudrais remercier le gouvernement et le peuple sénégalais pour leur hospitalité et l'accueil chaleureux qui sont réservés à la délégation du Vietnam. Mesdames et Messieurs, je me réjouis du retour du Mali, de Madagascar et de la Guinée-Bissau dans la famille francophonie. Nous apprécions les efforts consentis par la francophonie pour aider ces pays membres dans la prévention et la résolution de crises et conflits, ainsi que dans l'édification de l'état de droit. Le Vietnam considère aussi que les félicitations prioritaires de ressources et le renforcement de la coopération pour la lutte contre la pauvreté, le sous-développement, les pandémies qui sont des causes profondes de crise et conflits seront des démarches pertinentes de la francophonie. Mesdames et Messieurs, nous avons assisté à une reprise de l'économie mondiale. Pourtant, cette reprise n'est pas encore homogène ni durable et comporte des risques dans la plupart des pays, notamment dans le pays de la francophonie. Ainsi, le Vietnam appelle l'OIF à renforcer son aide en faveur de ses membres pour les aider à réformer leurs économies, faciliter la création d'emplois et le développement durable, promouvoir les différentes modalités de coopération et de partenariat d'économie dans l'espace francophone, notamment la coopération sud-sud et tripartite, pour une francophonie pacifique, prospère et humaniste. Mesdames et Messieurs, je salue vivement les thèmes du sommet de cette année. Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix et acteurs de développement. La réalité a bien démontré que les femmes et les jeunes
sont à la fois un moteur et des acteurs qui jouent un rôle de plus en plus important dans les efforts de prévention et de résolution pacifique de crises et de conflits, dans la définition à la réalisation de politiques de concorde et de réconciliation nationale, ainsi que dans la reconstruction post-conflit. Il participe aussi activement dans l'édification de l'état de droit, la définition et la réalisation des stratégies et politiques nationales, de lutte contre la pauvreté, de création d'emplois, de développement socio-économique, d'économie verte et de changement de modèle de croissance, afin de créer une base solide et durable de la paix, de la sécurité et du développement. Les femmes sont en effet de plus en plus actives dans la vie politique et leur influence est de plus en plus importante. L'histoire du Vietnam a bien démontré le rôle et la contribution importante des femmes et des jeunes dans la lutte pour l'indépendance nationale et dans la reconstruction du pays. Ils ont contribué de manière importante au succès du pays durant les différentes étapes. En effet, le Vietnam a réussi à maintenir son environnement de paix et de stabilité, à avoir un taux de croissance assez élevé et à rejoindre le groupe de pays à revenu intermédiaire. Le pays a obtenu 6 sur 8 objectifs de développement. Du millénaire parmi lesquels il y a l'égalité l'homme-femme, ce qui lui vaut l'appréciation des Nations Unies. Mesdames et messieurs, dans tous nos succès, les femmes et les jeunes ont une grande contribution. Pourtant, nous avons beaucoup de défis à relever. Je pense à la violence, à l'encontre de femmes et de jeunes filles. Je pense aux difficultés des femmes dans l'accès au crédit. Je pense à l'inégalité l'homme-femme. Je pense aussi au chômage massif de nos jeunes dans beaucoup de pays. Dans ce sens, le Vietnam propose à la francophonie d'accorder une plus grande attention aux programmes et projets portant sur la protection des droits des femmes et des jeunes, ainsi que sur le renforcement de leur participation dans la vie politique, économique et sociale, notamment en ce qui concerne les femmes d'affaires et les jeunes entrepreneurs. Le Vietnam apprécie le fait que la francophonie renforce sa présence en Asie-Pacifique et la coopération avec ses pays membres de la région. Je voudrais affirmer que le Vietnam soutient instamment les initiatives pour renforcer la coopération et la connectivité entre l'OIF et l'ASEAN, ainsi qu'entre l'OIF et l'Asie-Pacifique. Le Vietnam fera de son mieux pour promouvoir ce processus. Mesdames et messieurs, nous remercions la francophonie pour avoir soutenu la position des pays de l'ASEAN, donc le Vietnam, qui consiste à résoudre les différends, y compris en mer orientale, par le mesure pacifique dans le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies. Nous espérons continuer à bénéficier du soutien de la francophonie en la matière. Mesdames et messieurs, nous sommes fiers de constater de nouvelles phases de développement de la francophonie
ces dernières années. En effet, son rôle et sa position ne cessent de se renforcer. La francophonie est devenue un partenaire indispensable de la communauté internationale dans la question liée à la paix, à la sécurité et au développement. Ce succès a été possible en partie grâce aux contributions importantes d'un fils du Sénégal, son excellent monsieur Abdou Diouf, héritier éminent de Léopold Sédar Senghor, l'un des fondateurs de la francophonie. Durant ces années passées, notamment pendant 12 ans, en tant que secrétaire général de la francophonie, son excellent monsieur Abdou Diouf a consenti des efforts sans cesse pour les valeurs de la francophonie, sa vitalité et sa pérennité. Il est aussi un grand ami du peuple vietnamien. Il a contribué pour une part importante à promouvoir la coopération entre le Vietnam et la francophonie. Je voudrais à cette occasion l'en remercier vivement. Je voudrais aussi remercier le Sénégal pour sa contribution à la réussite de ce sommet. Je vous remercie de votre attention. Merci de l'applaudir encore. Madame la vice-présidente de la République socialiste du Vietnam. Alors, on entend souvent dire que la francophonie, c'est l'Afrique. Il faut dire que 55% des francophones vivent en Afrique. Et un francophone sur 4 vit en France. La francophonie, c'est aussi la France. Oui, évidemment, mais en France, nous avons un président qui est un chevalier des temps modernes, enfourchant sa volonté et sa détermination pour installer la paix et la stabilité partout, infatigable. Il a fait un détour africain chez le voisin du Sénégal, le frère du Sénégal, le président Condé, frère du président Macky Sall, l'a accueilli et il est ici chez lui. Nous invitons le public à écouter son Excellence, Monsieur François Hollande, président de la République française. Monsieur le Président, cher Macky Sall, je veux vous féliciter pour l'organisation de ce sommet et pour la qualité de l'accueil que vous nous avez réservé ici dans ce centre remarquable, Abdou Diouf, qui est un symbole de l'Afrique en développement. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation de la francophonie, mon cher Abdou Diouf, Mesdames, Messieurs, nous formons une communauté exceptionnelle, nous les francophones. 56 membres, 20 observateurs, près de 380 millions de locuteurs, une communauté dont nous ne mesurons pas toujours et la force et l'attractivité. Une communauté qui porte des ambitions politiques, économiques, planétaires. Une communauté qui résout aussi des crises, qui fait en sorte que les valeurs que nous portons puissent être défendues dans l'espace francophone et au-delà. Enfin, une organisation qui fait de la diversité culturelle, de la pluralité linguistique, une œuvre au service du monde entier. Avec la famille francophone ici à Dakar, nous voulons dire au président Abdou Diouf non seulement notre amitié et notre reconnaissance, mais nous pouvons lui dire, grâce à lui, ce qu'est un homme d'État.
Un homme ou une femme d'État sert d'abord son pays. C'est son devoir. Mais un homme, une femme d'État sert aussi des valeurs universelles et est capable à un moment de s'élever au-delà même de sa condition nationale pour devenir un acteur de la vie internationale. Et c'est ce que vous avez fait, cher Abdou Diouf. Vous avez été un exemple d'abord. Acceptez que l'alternance puisse exister dans votre pays. Laissez la place lorsque les électeurs ont décidé, mais prendre votre place dans l'organisation de la francophonie. Vous avez de la sagesse, elle vous est reconnue, elle n'a rien à voir avec l'âge. Vous avez de l'expérience, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années passées à la tête d'un mandat. Vous avez de la culture, et il ne suffit pas de parler français pour avoir de la culture. Mais vous avez fait beaucoup pour la cause qui est la nôtre, la langue française, beaucoup pour la démocratie, beaucoup pour la paix. Et c'est pourquoi, si ce centre international à Dakar porte votre nom partout dans le monde, au-delà de l'espace francophone, fait résonner la démocratie et la paix. Merci, cher Abdou Diouf. Albert Camus disait qu'il n'avait qu'une seule patrie, la langue française. Et pour nous tous ici, le français est notre pays natal. Il est la matière avec laquelle nous composons nos souvenirs, nous retrouvons nos émotions, nous évoquons nos rencontres. Mais la langue française, c'est aussi un trait d'union entre des peuples, entre des continents. Notre langue, elle s'exprime partout dans le monde. Et l'amour de la langue française, parfois, vient de celles et de ceux qui voudraient parler le français et qui n'y parviennent pas. C'est un amour irraisonné, parce que pour beaucoup de peuples, parler français, c'est parler la liberté. Senghor disait que cette langue française, c'était la langue de la lutte, de l'émancipation, qu'elle avait tantôt la douceur des alizés et tantôt la fulgurance de la foudre. Et c'est en français que les peuples se sont décolonisés, en français qu'ils ont accédé à l'indépendance et à la liberté, et qu'ils ont gardé le plus souvent le souvenir de cette langue-là, non pas comme d'un héritage, mais au contraire comme d'une exigence pour le monde entier. Défendre le français, c'est protéger la diversité culturelle. Défendre le français, c'est faire en sorte que ce patrimoine-là ne soit jamais entamé. Défendre le français, c'est considérer que la culture, c'est un bien public universel et que cette conception-là n'a pas sa place dans des négociations commerciales entre des continents ou entre des pays où il faudrait que les biens culturels puissent être considérés comme des marchandises comme les autres. Jamais nous n'accepterons que la culture puisse être objet de négociations. Défendre le français, c'est promouvoir le pluralisme linguistique. Car mal nommer les choses, c'est ajouter encore du désordre au monde. La francophonie doit être le fer de lance de cette lutte-là, notamment dans les organisations internationales. Si nous demandons que le français soit parlé, ce n'est pas pour simplement défendre un privilège,
mais parce qu'en parlant français dans les organisations internationales, nous permettons qu'il y ait là le pluralisme, la multiplicité et même la défense de toutes les langues, parce que nous défendons toutes les langues nationales, les langues régionales, les langues locales, à travers le français. Le français n'est pas en bataille contre d'autres langues. Le français n'a peur d'aucune langue, peut-être par prétention, peut-être parce que nous savons que notre langue, quand elle est parlée, ce n'est pas par commodité, par facilité, mais par adhésion. Nous avons aussi la volonté de défendre le français pour favoriser les échanges. Et c'est pourquoi notre francophonie doit accueillir plus d'étudiants, permettre plus de circulation, plus de mobilité pour les jeunes, pour les entrepreneurs, pour les chercheurs. Et la France doit d'abord montrer l'exemple. Et c'est ce qu'elle a commencé de faire à travers la délivrance des visas de circulation et l'accueil de nombreux étudiants étrangers. Défendre le français, c'est également faire le choix de l'avenir. Il y aura en 2050, c'est ce que les démographes nous annoncent, 750 millions de locuteurs en français. La jeunesse du monde sera pour une grande partie francophone. Elle sera africaine, cette jeunesse. À nous tous, ici rassemblés, de permettre à ces jeunes, non pas simplement de parler français, mais d'être éduqués en français, d'être accompagnés en français, d'être formés en français, de pouvoir trouver des emplois, pour pouvoir accéder aux technologies, pour pouvoir bénéficier de la meilleure capacité à réussir leur vie. Défendre le français, c'est aussi affirmer des valeurs. Et la première d'entre elles, c'est la démocratie. Certains pays, au sein même de notre organisation, ont traversé des crises politiques graves. Et ce fut l'honneur du secrétaire général et de l'ensemble des membres de notre organisation de réussir à surmonter ces crises grâce à des médiations. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux que le président de Madagascar soit parmi nous, parce que Madagascar a été longtemps écarté, justement, parce qu'il n'y avait pas les conditions de la démocratie et du pluralisme. La francophonie, elle est soucieuse des règles en démocratie, de la liberté du vote, du respect des ordres constitutionnels et de l'aspiration des peuples, qui ne sont pas d'ailleurs pour autant francophones, de tous les peuples, à des élections libres. Et c'est ce qui vient de s'accomplir en Tunisie et qui est une belle illustration, que ce soit dans un pays francophone, qu'il y ait pu y avoir la réussite d'un pays du printemps arabe. Cet accomplissement, cette transition doit également servir de leçon. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie. Il y a quelques semaines, le peuple burkinabé a fait une belle démonstration. À lui aussi de maîtriser ce processus, de faire en sorte que les règles puissent être posées et encore une fois respectées, que la réconciliation vienne et que l'on évite tout règlement de compte inutile dans ces périodes. Mais aussi, ce qu'a fait le peuple burkinabé doit faire réfléchir ceux qui voudraient se maintenir à la tête de leur pays en violant l'ordre constitutionnel. Parce que ce sont les peuples qui décident. Ce sont les élections qui permettent de savoir qui est légitime et qui ne l'est pas. Notre solidarité,
dans l'espace francophone doit, hélas, également se situer sur le terrain sécuritaire. Nous devons nous unir, nous l'avons fait d'ailleurs, contre la barbarie, contre les risques présentés par le fondamentalisme, et notamment au Sahel, et au-delà de nous, en Afrique, et pas seulement en Afrique, quand nous regardons la situation au Moyen-Orient. Au Mali, le président Keïta l'a rappelé, nous avons montré que nous pouvions vaincre le terrorisme, vaincre le fondamentalisme, vaincre la barbarie qui s'en prend toujours d'abord aux femmes, puis ensuite fait régner son ordre, qui est en fait le plus grand des désordres. Nous avons montré que nous pouvions lutter pour que la réconciliation vienne après la guerre. Nous avons aussi montré que la France pouvait être au service de la sécurité de l'Afrique. La France et ses soldats ont pris sa part dans la libération du nord du Mali. Des sacrifices ont été consentis. 10 militaires français sont morts et je veux saluer leur mémoire. Des militaires tchadiens aussi sont morts, des militaires maliens. Bref, il y a eu de lourds sacrifices. Mais comme je l'avais dit à Bamako, la France, elle a aussi, en intervenant au Mali avec les Africains, payé sa dette, la dette que nous avions contractée à l'égard des tirailleurs sénégalais qui étaient venus lors de la Première Guerre, puis dans d'autres conditions lors de la Seconde Guerre mondiale, libérer la France. Nous n'avons pas fini avec le terrorisme. Au Nigeria, encore un attentat a fait plus de 120 morts à la sortie d'une mosquée. Je dis bien à la sortie d'une mosquée. Voilà ce qu'est capable de faire une secte comme Boko Haram. Voilà pourquoi nous devons encore, ensemble, lutter toujours contre le terrorisme. Secte qui avait enlevé des jeunes filles qui n'ont pas été, malgré tous les efforts de médiation, retrouvées. La francophonie, c'est un espace de solidarité. Nous l'avons montré aussi en Centrafrique, quand il y avait des risques d'affrontement entre des ethnies ou entre des catégories religieuses, entre des communautés. Et là encore, l'Afrique a pris le relais et maintenant c'est l'ONU. C'est une grande satisfaction de voir que nous pouvons réussir aussi en Centrafrique et ailleurs à permettre à l'ONU, à l'OUA de jouer tout leur rôle. La solidarité, c'est également celle que nous devons montrer face à des fléaux sanitaires. Je reviens de Guinée, à l'invitation du président Alpha Condé. Je voulais venir dans ce pays frappé avec le Sierra Leone, avec le Libéria. Je voulais venir pour dire aux Guinéens, nous sommes là. Nous n'avons pas peur d'être là. Nous sommes à vos côtés et nous venons apporter avec l'ensemble des francophones le soutien indispensable. Nous avons créé des centres de traitement. À Conakry, la maladie commence seulement à être vaincue. Nous avons créé d'autres centres de traitement en Guinée forestière. Je veux saluer les soignants africains, les soignants européens, les soignants qui viennent du monde entier, les soignants français qui prennent des risques. Et c'est pourquoi nous allons créer un centre dédié aux soignants pour qu'ils puissent être traités sur place lorsqu'ils sont contaminés. Je veux aussi confirmer que nous allons former les soignants pour qu'ils puissent être les plus utiles possibles, informer la population pour qu'elle puisse prendre les mesures de précaution indispensables. Et ce qu'a dit le président du Mali est très important, la vigilance. La vigilance, oui, mais pas l'enfermement, pas la discrimination. Les pays touchés par Ebola doivent vivre, doivent commercer, doivent pouvoir assurer l'accueil des investisseurs et permettre le développement. J'ai rencontré hier une jeune femme
à Conakry, qui venait d'être guérie d'Ebola, car on guérit d'Ebola. Et elle avait un message simple, et je veux être son porte-parole. La vie est plus forte. La vie peut gagner contre l'épidémie. Et elle-même voulait être aux côtés des malades aujourd'hui, alors qu'elle est sortie d'Ebola, pour leur dire « Ayez espoir ». Eh bien oui, ayons espoir, mais faisons en sorte que l'espoir soit possible. Son courage, c'est un exemple pour nous tous, parce qu'il y a une vie aussi après Ebola, et qu'il conviendra de mettre en place toutes les structures sanitaires, toutes les vigilances indispensables, tous les vaccins, pour qu'il n'y ait plus d'Ebola en Afrique, pour qu'il n'y ait plus d'Ebola nulle part au monde. Et c'est là que nous devons aussi réfléchir au lien entre les maladies et les changements climatiques. C'est là où il y a eu la déforestation que la maladie a pu trouver les capacités pour se répandre.